première nuit de printemps. Le ciel conservait encore son teint grisâtre de l'hiver qui précéda la saison des amours. Il faisait lourd et du sol sortait un voile brumeux. Nous pouvions sentir l'humidité dans la fraîche atmosphère chargée en électricité, ce qui présageait l'arrivée d'un orage. Le bitume restait mouillé, les allées d'herbes glissantes et les murs de briques rouges des maisons imbibés. Cette nuit-là, alors que les rues devinrent plus calmes après le bal de la plume, célébré dans la ville de Krykov, les résidents regagnèrent leur logis. Progressivement, la grande place se vidait. Encore sous l'emprise de l'euphorie, les pas de danse et les sifflements enjoués des citadins animaient les ruelles, faiblement éclairées par les lampadaires extérieurs aux abat-jours en forme de lanterne. L'hiver avait pris son temps pour laisser sa place à la douceur du printemps. Au-dessus des toitures en tuiles, la lune ronde et blanche se montrait avec timidité, les altocumulus ne laissant traverser que de fins filets de lumière lunaire. Elle était pourtant pleine et avait illuminé à la tombée de la nuit les toits et les cheminées encore fumantes. Il était près de 23 heures quand des claquements de talons hauts résonnèrent contre les murs de la ruelle de Poplar Street. Les pas pressés d'une jeune femme foulant les trottoirs transpirants laissaient entendre son impatience et sa hâte de rentrer se mettre au chaud. Vêtue d'une petite robe mi-longue aux motifs fleuris, un épais châle à franges blanches en laine tissée lui couvrait les bras. Elle avait passé la soirée avec ses amis du campus à faire virevolter les volants de son jupon lors de la fête du quartier. Sa chevelure brune ondulée, soigneusement apprêtée quelques heures plus tôt, avait perdu un peu de son élégance. Les différentes danses qui l'avaient joyeusement animée pendant la célébration de la plume, fête de la légèreté et du printemps, l'avaient quelque peu décoiffée. Prunille, belle et jeune fille de 20 ans, au teint frais et pâle, s'était laissée emporter par la jovialité et les réjouissances de la soirée. Avec ses deux grandes amies, elle s'était consciencieusement préparée pour être les plus jolies et pourquoi pas trouver l'homme qui ferait chavirer leur cœur. La fête battait son plein quand Prunille se sentit fatiguée. Elle avait juste après la fac filé au conservatoire où elle suivait des cours de danse classique. Depuis un mois, sa compagnie préparait la chorégraphie du Lac des Cygnes de Tchaïkovski. Ses chevilles commençaient à lui faire mal et elle n'avait qu'une envie, celle de mettre ses pieds dans un bain chaud. Alors, elle décida de quitter le bal, seule. Le voile brumeux devenu brouillard plus épais et la nuit plus sombre inquiétaient la jeune fille. Traversant la ville, elle se dépêcha d'une marche pleine d'entrain de rejoindre sa chambre universitaire. Les lanternes éclairaient faiblement les rues, presque vides et embuées. Pressée, elle décida de prendre un raccourci. Traversant l'artère perpendiculaire à l'avenue principale, Prunille s'enfonça progressivement dans un couloir sombre et fumant. Les canalisations rejetaient leurs odeurs fétides quand elle fut surprise par les violents miaulements de chats de gouttière se battant pour leur territoire. Leur cri strident l'avait effrayée, la faisant sursauter. Elle fit un écart pour les éviter. Paniquée et frôlant les murs, elle fixait tout en marchant, de peur de se faire surprendre par leurs petites griffes acérées, quand le talon de son escarpin se planta entre les barres métalliques d'une bouche d'égout. Elle trébucha violemment sur le goudron humide, déchirant son collant et atterrit sur les genoux, s'égratignant la paume des mains. Sa pochette voltigea, son châle blanc glissa de ses étroites épaules, tombant dans une petite flaque d'eau sale et boueuse. Confuse, entre la colère et la peur d'être si maladroitement tombée à cause d'un maudit talon, elle se releva avec difficulté, quand tout à coup, une voix grave sortit de nulle part. « Je vais vous aider, mademoiselle. » La voix d'un homme l'avait soudainement figée. La main agrippée au mur, le dos arc-bouté, ses yeux firent un va-et-vient de gauche à droite,
pour savoir d'où venait ce son grave et indiscret. Elle se redressa péniblement et un courant d'air glacial lui traversa la colonne vertébrale. Prunille se retourna et vit cette silhouette sombre plongée dans la pénombre de la ruelle. Elle était grande, imposante et large. « Je vais vous aider, mademoiselle, » répéta lentement l'homme, détachant chaque syllabe. Il portait une sorte de chapeau, un couvre-chef au large bord et à la calotte haute, un chapeau typique de cow-boy. À peine perceptible, il restait cloîtré dans l'ombre répétant sa phrase. Prunille fut prise d'un sentiment effroyable, sentant ses membres se glacer et ses poils se hérisser. Son cœur se mit à battre de plus en plus fort. La peur commençait à l'envahir, sa gorge se serra. Elle se mit à bégayer. Elle était terrifiée car l'homme ne voulait pas se montrer. Dessous son long manteau foncé, elle ne pouvait voir son visage. Il restait là, figé, sans bouger. Elle enleva sa seconde chaussure et se mit à courir pieds nus en direction du campus. Elle courut aussi vite qu'elle put. Au fur et à mesure, son collant se déchirait toujours un peu plus, laissant ses orteils dénudés fouler les parterres crasseux de la rue Poplar Street. Cette rue était connue pour sa fréquentation malfamée et dégueulasse. L'espace d'une seconde, Prunille se demanda pourquoi elle avait emprunté ce chemin, connaissant depuis son arrivée à l'université la réputation de cette ruelle obscure et froide cachée par les bâtiments. Puis dans son élan, elle courut, encore et encore, se retournant toutes les secondes pour voir si elle n'était pas poursuivie par cet homme étrange. Plus que 200 mètres. Prunille commençait à s'essouffler. Elle avait l'impression que son cœur allait imploser et ses poumons à s'enflammer. Elle ne lâchait rien. Sa peur la faisait courir toujours plus vite. Plus que 100 mètres. Elle se retourna encore quand elle aperçut une ombre glisser sur les murs des bâtiments. Elle hésita entre se cacher ou courir plus vite. La peur au ventre, elle accéléra le pas. Ses joues pâles devinrent écarlates et son teint tirait vers le rouge. Malgré la fraîcheur de la nuit, elle se mit à transpirer sous sa robe. Sous la voûte de ses pieds, si bien entretenue, se forma une couche noire de saleté mélangée au sang des égratignures que lui faisaient les petits cailloux tranchants en s'enfonçant dans sa peau. Plus que 50 mètres. Plus que 50 mètres et elle était arrivée. Elle pouvait entrevoir la porte d'entrée du dortoir de son campus. Puis, elle s'arrêta un court instant. Sa vue se troublait et elle sentait sa boîte crânienne palpiter, le sang ayant beaucoup de difficulté à monter au cerveau. Elle manquait d'oxygène et n'en pouvait plus de courir. Contre un arbre, dans le jardin, devant la porte, elle s'arrêta et reprit son souffle. « Je suis arrivée, se dit-elle. » Un silence de mort régnait. La pression sanguine se faisait ressentir au niveau de ses tympans qui tambourinaient. Les allées du campus étaient vides. Elle prit un instant pour respirer et évaluer la situation. Elle se demanda alors si elle était sortie d'affaire, puis d'une expiration, la pression retomba. Elle se sentit soulagée et en sécurité. Prunille fit quelques pas en direction de la porte d'entrée quand soudainement elle se raidit, les yeux écarquillés et figés. Elle s'écroula sur le sol dallé de l'université. L'homme vêtu d'un long manteau noir au chapeau western, qui se tenait juste derrière elle, la cogna d'un coup sec à la nuque avec une barre de fer. Depuis la ruelle sordide jusqu'au parvis de l'école, il l'avait traquée discrètement, courant plus vite qu'elle, se cachant dans l'ombre. Elle était devenue sa proie, et il l'avait attrapée. Inconsciente, il la traîna par le col de sa robe à l'abri d'éventuels regards. Son corps inerte fut trimballé jusque derrière le bâtiment sur plusieurs mètres. Ils traversèrent les graviers, puis la pelouse, griffant et coupant la peau de ses jambes, de ses bras et de ses mains.
Une double allée de buissons feuillus et denses était l'endroit parfait. L'homme déposa le corps de Prunille dans l'espace, entre les broussailles, sur un sol en terre jonché de déchets de canettes de bière et de cigarettes. Elle rouvrit les yeux par à-coups. L'homme se tenait au-dessus d'elle. Il s'était assis sur son corps à cheval, son visage enfin à découvert. Il avait une cicatrice sur la lèvre supérieure de sa grosse figure barbue et brûlée. Ses traits durs, ses sourcils épais et son nez imposant n'étaient rien à côté de ses yeux, rien à côté de son horrible regard vide. L'absence de pupilles et sa corne évoilée, imprégnée de vaisseaux sanguins éclatés, donnaient cette impression qu'il ne pouvait pas voir. Elle n'arrivait pas à crier pour demander de l'aide. Il lui avait enfoncé dans la bouche un chiffon blanc et attaché ses mains dans le dos avec un collier en plastique, ce qui lui déboîta l'épaule gauche. Les images qui se déroulaient devant ses yeux étaient troubles et saccadées. Mais Prunille, à moitié consciente, savait ce qu'il était en train d'arriver. L'homme arracha violemment les boutons de sa robe fleurie, déchira brutalement son jupon de mousseline, qui était passé du blanc immaculé à un marron crasseux et ensanglanté. Elle s'évanouit de nouveau, et revint à elle, encore. Il s'agrippa à ses cheveux bruns, la plaquant brutalement sur le sol. Avec ses grosses mains, il écarta ses jambes. Pour Prunille, les secondes devinrent des heures, et elle sentait son corps se paralyser. Elle décida de ne pas se débattre, laissant son corps mou et lâche. À quoi bon, s'était-elle dit. Sous son poids et ses lourdes mains, elle céda, impuissante. Des larmes coulaient sur son visage et ses yeux clairs devinrent vitreux. Le regard vide, son esprit quittait peu à peu son corps, ne ressentant plus la violence et les blessures que son violeur était en train de lui infliger. Et d'un coup violent, il prit à Prunille sa virginité. C'est à ce moment-là qu'elle sentit son corps se déchirer. La jeune femme se sentait mourir, lentement et violemment. « Meurs, meurs, il faut que tu meurs. Je n'ai pas voulu ce qui arrive. Tu hantes ma chair et tu habites mon corps. Je te sens, je sais que tu existes, mais je veux que tu meurs. Ma pauvre enfant, n'aurais-tu point aimé venir autrement ?» Lors de cette nuit tragique, l'homme au chapeau de cow-boy la laissa pour morte entre les buissons. Après de longues minutes de terrible violence et d'abus, elle s'était réveillée le corps tuméfié, le visage boursouflé et les vêtements imprégnés de son sang. La pression du corps pesant environ les 100 kilos sur celui de Prunille lui avait brisé les côtes. Depuis le drame, 5 mois s'écoulèrent et le ventre de cette jeune fille, qui était si jolie et si joyeuse, commençait à s'arrondir, laissant apparaître la résultante de l'acte horrible que cette ordure répugnante avait commis sur elle. Les tortures qu'elle avait endurées et les sévices qu'elle subit durant de longues minutes avaient fait d'elle une sorte de morte vivante, une personne morne, dépressive et éteinte. Et Prunille était enceinte. Elle apprit qu'elle attendait une fille. Mais issue d'un mariage de parents catholiques et très croyants, cette grossesse non désirée avait fait d'elle le rebut de sa famille, car elle ne put avorter et se débarrasser de ce qu'elle appelait la tumeur. Abandonnée à son triste sort, elle fut rejetée par sa mère. Elle quitta l'université, déménagea dans un foyer pour jeunes mères et tenta de vivre sa grossesse au mieux, en vain. Le fœtus qui vivait en elle lui donnait l'impression d'avoir un cancer agrippé à ses entrailles. Elle avait essayé de le perdre. Elle se donna des coups au ventre, avala une boîte de médicaments, pensant faire un surdosage et tuer l'enfant. Mais rien n'y faisait. Le bébé s'accrochait à la vie. Le mois qui suivit, le violeur fut attrapé par les autorités. Il sévissait depuis plusieurs années dans tout le pays quand il commit une erreur fatale.
Prévenue par un policier auprès duquel elle avait porté plainte au moment des faits, Prunille ressentit une sorte de soulagement, mais la haine continuait à couler dans ses veines. C'était viscéral. Depuis 5 mois, cette boule restait coincée dans sa gorge, cette peur restait ancrée dans son corps, dans ses cellules et dans son âme, ne la quittait plus. Depuis, ses nuits devinrent courtes et turbulentes. Elle ne dormait plus. Si les nausées et les brûlures d'estomac ne la réveillaient pas, les cauchemars et les angoisses prenaient le relais, chaque soir, à la même heure. Le jour venu, où elle vit cette pourriture brûler sur la chaise électrique, fut un jour particulier et traumatisant. Assise sur un siège peu confortable, dans une salle bondée de gens curieux et de journalistes qui venaient contempler la scène, elle ressentit, au moment où le rideau s'ouvrit sur ce visage dur et stoïque, une sorte d'euphorie qu'elle ne put contenir. Puis la haine, le dégoût et la rancœur prirent place. Ce mélange d'émotions lui donna la nausée, lui nouant les boyaux. Et sans le savoir, ce qu'elle ressentait à ce moment précis traversait chaque cellule de son corps, de son esprit et de son âme, pour aller se loger dans l'inconscient de son bébé. L'environnement dans lequel elle vivait, ces états d'âme dans lesquels elle s'enfermait, les souffrances, la dépression et la solitude qu'elle subissait au quotidien, elle le transmettait au fœtus, constituant son patrimoine émotionnel. Les mois passèrent les uns après les autres et son ventre ne cessait de gonfler. Son corps se transforma, ses hanches s'élargirent et ce qu'elle était n'existait plus. Prunille avait changé. Quand vint le jour où la première contraction se fit ressentir, elle ne comprit pas tout de suite ce qu'il était en train de se produire. Prunille était restée jeune et immature, elle manquait d'expérience. La poche des os éclata, mouillant sa robe de chambre en flanelle blanche. Elle réalisa soudainement qu'elle allait mettre au monde son bébé. Affolée et terrifiée, elle s'échappa du foyer. Elle traversa la ville, pieds nus. Comme un air de déjà-vu, elle s'enfonça dans une ruelle sombre et crasseuse. Les 4 minutes qui séparaient chaque contraction de son corps annonçaient l'arrivée imminente de l'enfant. Il faisait nuit, et l'automne aux airs d'hiver rendait l'air glacial et humide. Prunille tremblait de peur et de froid. Sur le point d'accoucher, elle s'assit contre un mur. Épuisée, elle n'eut pas plus de force qu'un enfant de 3 ans tentant de soulever un bac à jouets pour pousser une dernière fois encore. Elle repensa aux conseils que l'on lui avait donnés au foyer et se mit à respirer par petits à-coups. Elle serra de toutes ses forces ce qui lui venait sous la main et poussa un hurlement de douleur. Dans le silence de la nuit, son rugissement résonna dans toute la ville, faisant fuir les oiseaux perchés sur les câbles électriques. Le temps se suspendit, et de longues minutes de silence firent place aux cris de la jeune femme. Les bruits de la ville s'échappèrent. La ruelle noire et sordide était en train de vivre ce qu'elle avait généré. Dans un calme inhabituel et funeste, une forme blanche apparut au fond du couloir obscur. Elle s'avança vers Prunille, lentement, frôlant le goudron puant de la rue. « Je suis en train de mourir, c'est ça ?» demanda la jeune femme d'une voix faible. « Pas encore, » répondit l'ombre, détachant chaque mot. « Ton heure n'est pas encore venue. » L'ombre commençait à se dessiner et Prunille aperçut la silhouette d'une femme. Elle n'avait l'air ni maléfique ni bienveillante. Impuissante, elle se laissa faire. L'ombre mystérieuse s'approcha et enfonça sa main à travers le ventre de la jeune femme. Elle colla sa bouche brumeuse et floue contre la sienne et se mit à murmurer quelque chose d'inaudible.
Prunille se cristallisa, la bouche grande ouverte et les yeux exorbités. Un son grinçant et saccadé sortit de sa gorge. Et subitement, un vagissement aigu et violent sortit de l'artère sombre. La fenêtre de l'entrepôt de la ruelle explosa. Le verre du lampadaire se brisa, éclatant l'ampoule qui éclairait faiblement l'entrée de la rue. Elle était née et l'ombre disparut. Prunille ne prit aucun temps, aucun instant pour la regarder. Elle détourna son cœur et son regard de l'enfant, l'emballa dans du papier journal, la glissa dans un carton sale et difficilement elle se releva, la robe de chambre écarlate. La boucle était bouclée. Le destin avait fait qu'elle donna la vie où la sienne s'arrêta 9 mois plus tôt. La jeune mère et son bébé parvinrent à se transporter jusque sur le parvis de l'église Saint-Donatus, où elle déposa l'enfant, le cordon ombilical pendant. Elle frappa à la porte aussi fort qu'elle le pouvait. Ses jambes tremblaient et sa force déclinait de plus en plus. Elle se vidait de son sang et l'absence de soins médicaux qu'elle aurait dû recevoir l'affaiblit totalement. Elle lâcha le carton et s'enfuit. Prunille s'éloigna, seule, dans la pénombre de la nuit, sans un bruit, pour aller mourir là où elle donna la vie. Une des sœurs recueillit l'enfant. Stupéfaite, elle s'empara du berceau de fortune. Le nouveau-né, dont les lèvres étaient devenues bleues, glacées par la fine couche de neige tombée cette nuit-là, respirait faiblement. Aucune lettre, aucun mot. Elle s'empressa de la mettre au chaud et alerta urgemment le médecin. Sœur Irène s'appropria de vieux ciseaux de cuisine dans le tiroir près du four et d'une pince à linge. Elle trancha d'un coup sec le cordon. Brutalement, il se mit à hurler. La pauvre petite avait senti que le lien qui la reliait à sa mère s'acheva, écrasant le lourd silence du crépuscule. Sur son visage joufflu de nouveau-né, une brûlure marquait une empreinte de main, l'empreinte du Sénécus, esprit de la colère, de la mort et de la brièveté de la vie. Sœur Irène comprit à cet instant que l'enfant n'était pas une enfant ordinaire. Elle l'avait tant attendue, depuis tout ce temps, et la mission que Dieu lui confia devint limpide. La sœur leva les yeux au ciel et remercia son Seigneur car elle reçut cet enfant comme une bénédiction et c'est là le pacte éternel qu'elle avait fait avec sa destinée. C'est alors qu'elle donna à cette petite fille le prénom dont la signification exprimait la sagesse. Elle l'appela Sophia, petite Sophia.